Salut à tous, comme promis je vais faire aujourd'hui une FAQ, une foire aux questions basée sur les questions que vous m'avez envoyées dans le cadre de la série de l'été Astuces Langue. J'ai reçu, et je vous en remercie, plus de questions que je n'avais de temps et de segments vidéo pour en traiter. Donc ce que je vais faire, vu qu'on arrive à la fin de l'été, c'est quand même répondre aux questions qui étaient bien sûr pertinentes par rapport à l'apprentissage des langues, dans un tir groupé, dans cette vidéo unique, cette FAQ. On va commencer tout de suite par une question de Alex qui nous demande « Bonjour Pierre, j'apprends actuellement une langue utilisant un système d'affixe, ce dont je n'ai pas l'habitude. Auriez-vous des astuces pour maîtriser plus rapidement ce genre de langue ?» Alors, le problème dans la question, c'est que les affixes, ça peut être beaucoup de choses. Ce qu'on appelle affixe, c'est un élément amovible qu'on va rajouter à un mot pour en préciser le sens. Ça peut être des préfixes qui se mettent avant le mot, des suffixes qui se mettent donc après le mot. Ça peut être aussi des terminaisons pour la conjugaison. Par exemple, je mange, tu manges avec un S, il mange, nous mangeons avec ONS, vous mangez Z, il mange NT. Ça va être des terminaisons qui vont être aussi considérées comme des affixes. Donc, ça peut être beaucoup de choses différentes et il faut préciser la question parce qu'en fonction du type d'affixe, ça va peut-être amener à des réflexions différentes. De manière générale, ce que je recommande, ça va être d'avoir une approche Lego par rapport à la langue, surtout quand la structure des mots a tendance à être assez longue. Par exemple, dans les langues dites agglutinantes, on va coller des morceaux pour faire des mots assez longs avec un sens assez précis. Et si on connaît le sens précis de chacun de ces morceaux, il devient plus facile de retenir le mot en entier. Je vous donne un exemple. Je me souviens qu'au début, quand j'apprenais le finnois, il y avait une leçon qui disait que le beurre, c'était epäterveellinen, par rapport à la margarine qui était terveellinen. Donc, terveellinen, ça veut dire qui est bon pour la santé. Et ça vient du mot tarve, la santé, auquel on va rajouter le suffixe linen, qui va servir à plusieurs choses différentes, mais qui ici va caractériser une qualité du nom. Ça veut dire qui a de la santé, donc qui est bon pour la santé. Et avant ce mot, on va rajouter le préfixe epa, et epa, ça a un sens de qui n'est pas. C'est comme an en anglais ou un en allemand. Donc epa tarveellinen, ça veut dire ce n'est pas tarveellinen, ça n'a pas de tarve, ça n'a pas de santé. Et si on connaît le sens, pas forcément hyper précis, parce que les préfixes et suffixes peuvent avoir des sens assez différents, il devient plus facile de retenir le mot en entier. Mais au moins avoir une idée même assez vague du sens d'un affixe. Par exemple, en allemand, les préfixes, les suffixes, enfin surtout les préfixes verbaux peuvent avoir plein de sens différents. Mais par exemple, qu'est-ce que j'avais noté ? Oui, avec en allemand, on a souvent l'idée de autour, même s'il y a d'autres idées, c'est vrai. Et par exemple, avec umschließen, ce qui veut dire entourer, ou alors umfahren, qui veut dire contourner, par exemple en conduisant, même si ça peut vouloir dire renverser avec un véhicule. Donc ils peuvent en effet avoir plusieurs sens différents. Mais en ayant cette approche Lego, on retient généralement beaucoup mieux le vocabulaire parce que les mots deviennent plus transparents. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer parce que c'est plus du registre du ressenti personnel. Mais ce qui est difficile quand on apprend une nouvelle langue, surtout quand elle est éloignée du français, c'est qu'on n'a pas forcément la sensation, la connaissance de la langue, enfin ce qui fonctionne. Par exemple, le fait qu'il est plus naturel d'entendre TikTok plutôt que toc-tic, eh bien, si vous apprenez une nouvelle langue, surtout avec des mots assez longs, où vous avez l'impression de mélanger les syllabes, c'est que vous n'avez pas encore eu cette connaissance intuitive qui permet de vous dire que non, les syllabes sont forcément dans ce sens. Et au fur et à mesure qu'on apprend, la langue devient de plus en plus transparente et ça devient assez naturel de rajouter des spécificités qui n'étaient pas là dans d'autres langues qu'on a apprises auparavant. Je vais à présent passer à la question de Cercis qui nous dit « Tu apprends l'arabe avec Assimil et tu as plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que on te parle de 30 à 40 minutes de cours par jour, ce qui semble impossible vu la quantité de mots, de grammaire et de phrases à comprendre et à apprendre, à écouter et à répéter. Alors c'est vrai, surtout à partir d'un certain nombre de leçons, par exemple la leçon 50, où il y a la deuxième vague, on peut avoir intérêt à passer plus de temps sur une leçon et parfois l'étaler sur plusieurs jours. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément partir du principe que si une méthode assimile a
à peu près 90 sont leçons, on va la faire en 3 mois. Ça peut prendre plus de temps et c'est bien normal, il faut laisser le temps au temps. Et le plus important, c'est bien d'assimiler justement les connaissances qui sont proposées. Ensuite, deuxièmement, ce qui concerne mon livre, il y a 77 leçons. Et à la leçon 36, je ne sais pas pourquoi, il n'y a plus les mots de vocabulaire et c'est à nous d'aller les chercher, les décortiquer et de regarder dans le lexique, ce qui me paraît une perte de temps énorme alors qu'auparavant il le faisait même. Alors, c'est vrai que assimile à cette contradiction, c'est qu'on va nous dire qu'il faut vraiment ne pas chercher à apprendre les choses par cœur, se laisser guider, assimiler de manière assez passive et ensuite à la seconde vague, c'est par la suite qu'on va vraiment se mettre à apprendre le vocabulaire par cœur. Et en même temps, dans les exercices, on demande assez souvent de ressortir des mots de vocabulaire, des noms, des verbes, des adjectifs, etc. de leçons précédentes, ce qui implique de les connaître de fait assez vite. Alors, il y a 2 solutions. Généralement, dans les méthodes, après pas toutes, elles sont faites différemment en fonction de l'auteur, il peut y avoir un lexique. Par exemple, avec le grec, quand on me demande un mot dans un exercice et que je me souviens plus de ce mot en grec, eh bien je vais le chercher dans le lexique parce que de toute évidence, s'il a été abordé dans une leçon, il va y être. Et sinon, évidemment, contrairement à ce que préconise la méthode, quand il y a des mots qui sont immédiatement utiles, je recommande tout de suite de les apprendre et de ne pas attendre la leçon 50. Pourquoi ? Déjà parce que ça va mâcher le travail, ça va permettre d'aller plus vite. Avec par exemple une application de répétition espacée, on ajoute ce mot. Et ça permet d'une part de le connaître tout de suite et d'autre part de ne pas être perdu et découragé par les exercices d'assimile qui, si on suit vraiment la préconisation de faire de l'apprentissage passif, peuvent monter très vite en niveau et ne pas paraître très progressifs. Après, il faut faire un tri parce qu'avec assimile, vu qu'on est beaucoup dans le côté immersion avec des textes, avec parfois du vocabulaire qui n'est pas forcément très utile tout de suite, savoir faire un tri. Mais quand on rencontre du vocabulaire qui va servir tout de suite dans la vie de tous les jours, commencer à l'apprendre, honnêtement, ça ne mange pas de pain. Ensuite, concernant la phase active et passive, je ne comprends pas, est-ce que pendant les 50 premières leçons, nous devons survoler le tout, ou nous devons nous concentrer et apprendre, ou est-ce que la partie active que nous devons apprendre à 100% les leçons ? Je recommande plutôt de commencer à apprendre, comme je le disais plus tôt, les éléments essentiels du vocabulaire tout de suite, les éléments essentiels de la grammaire tout de suite, comme ça sera fait et ça permet de commencer la seconde vague de manière plus reposée. Après, tout le vocabulaire qui est moins immédiat, moins vraiment essentiel tout de suite, on peut le laisser tomber et on peut commencer à l'apprendre pendant la deuxième vague qui consiste, je le rappelle, à revoir les leçons 1, 2, 3, 4, 5 à partir des leçons 50, 51, 52, 53, etc. Pour rappel, j'avais écrit il y a pas mal de temps, mais il reste tout à fait valable, un article sur comment utiliser votre méthode assimile, et je vous recommande chaudement d'y jeter un œil si vous utilisez la dite méthode. Passons à la question de Siam. Bonjour Pierre, j'aimerais bien apprendre le français et l'anglais. Le français, j'ai le niveau A2 débutant ou débutante, et en anglais, je veux savoir comment partager mon temps. Ah non, j'ai le niveau A2 en français et le niveau débutante en anglais, d'accord. Et je veux savoir comment partager mon temps. Alors, c'est simple, il faut partir du principe que ça va être un double apprentissage avec, dans ton quotidien, je recommande d'en faire un peu tous les jours pour chaque langue, un peu de français, un peu d'anglais. Par exemple, vu les niveaux indiqués, c'est-à-dire A2 pour le français et parfait débutant ou grand faux débutant comme on dit en français, c'est-à-dire que peut-être que tu as d'autres bases déjà, des petites bases anciennes en anglais, en faire 30 minutes par jour pour le français, 30 minutes par jour pour l'anglais. Franchement, c'est pas mal, ça permet d'avoir de bons résultats. Après, il vaut mieux trouver différents moments dans la journée. Par exemple, je dis ça au hasard, le matin français, le soir anglais ou l'inverse, si on peut, parce que ça permet de bien contraster les deux langues et de ne pas les mélanger. Ensuite, une question alors très longue de Martin, que je vais résumer. Donc, qui nous dit apprendre l'allemand avec un petit niveau, quelques mois d'allemand. Et bientôt, ton fils va aller en Allemagne et tu voudras lui rendre visite. Et la question porte principalement sur les applications de traduction. Alors, première question, peut-on se fier aux applications de traduction ? Oui, en partie. Je dirais oui parce que par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, quand on cherchait des trucs, c'était absolument abracadabrantesque.
de voir les résultats, ça ne voulait absolument rien dire. Maintenant, on peut aboutir à des traductions assez intéressantes. Cependant, il y a parfois des problèmes de contexte qui sont assez forts. J'ai fait quelques traductions vers le grec ou du grec au français ou à l'anglais pour tester sur Google Traduction récemment. J'ai pu me rendre compte qu'il était totalement à côté de la plaque parce qu'il n'avait pas suffisamment de contexte. Donc faire attention, on peut s'y fier si on a peu d'exigences, mais ne pas l'utiliser comme un outil infaillible pour travailler et apprendre, parce qu'on peut très vite apprendre des choses totalement fausses. Ensuite, si l'app me comprend, un natif me comprendra-t-il ? Oui, en partie là aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, tu veux dire si l'app me comprend, ça veut dire tu mets quelque chose en allemand et qu'il te le traduit en français, et donc tu pars du principe qu'il a compris ce que tu voulais dire parce qu'il l'a bien traduit en français. Globalement, si les informations sont là, le locuteur natif va comprendre, à condition bien sûr qu'il soit relativement bienveillant envers les étrangers, parce que bon, tout le monde n'est pas disposé quand on est un touriste à nous écouter parler lentement en faisant des fautes, mais globalement si cette personne a juste envie d'entendre les informations basiques dont il a besoin, s'il y a des fautes de grammaire, ou s'il y a des trucs un peu bizarres, s'il y a des tournures qui ne sont pas très naturelles, le natif il s'en fiche, il a ce qu'il veut, donc à ce niveau d'exigence, ça convient très bien. Ensuite, pour un séjour par exemple en Allemagne, ou n'importe quel pays du reste, partir du principe qu'il vaut mieux apprendre dans ce cas des phrases de guide de conversation. Il existe des petits guides dans le commerce, je parlais d'Assimil tout à l'heure, mais il y en a dans plein de maisons d'édition possibles et imaginables. J'en ai même trouvé à l'aéroport d'Athènes, j'avais trouvé un guide grec-japonais. Et il vaut mieux partir de ces phrases-là plutôt que faire du Google Traduction, si on a besoin de phrases qui sont vraiment essentielles en voyage. J'ai une réservation, où se trouve l'hôtel s'il vous plaît, etc. Ou sinon, pour l'apprentissage lui-même, parce que tu me dis apprendre l'allemand, donc à un moment tu auras plus d'exigences que simplement avoir quelques phrases en allemand, il vaut mieux prendre un outil qui est souvent confondu avec les applications de traduction, qui sont les corpus. Les corpus, vous connaissez certainement si vous suivez la chaîne. Il s'agit principalement de Reverso Context, que j'aime beaucoup, qui est disponible dans plein de langues. Lingui, qui est un petit peu moins bien je trouve, mais qui est quand même un outil très solide dans certains cas, qui est dispo lui aussi dans plein de langues. Donc Reverso Context et Lingui, ce n'est pas de la traduction automatique, ça va chercher des traductions dans plusieurs textes. Et par exemple, si on veut trouver une bonne façon, une bonne formulation pour dire quelque chose, on met la phrase en français et on va voir s'il le trouve dans l'autre langue. Et ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants parce qu'il s'agit réellement de production de locuteurs natifs et pas une traduction faite par une machine. Alors, je vais passer maintenant aux questions que j'ai reçues en commentaire sur YouTube. On va commencer cette fois par une question de Yacine. Question stupide, mais comment pouvons-nous réellement savoir si nous sommes sur la bonne voie ? En remarquant que nous pouvons de plus en plus comprendre les médias, l'audio et l'écrit, la chose la plus difficile pour moi je trouve, à force de gagner les automatismes, ou tout simplement en ressentant une sorte de familiarité se développer avec la langue. Tu me diras sans doute que c'est tout cela réuni, mais ressentir de telles progressions prend beaucoup de temps. Alors, durant cette traversée, comment savoir si nous avions emprunté le bon chemin finalement et garder confiance dans le process ? Merci pour tes vidéos, l'ami. C'est moi qui te remercie. Alors déjà, c'est loin d'être une question stupide. Ça peut paraître stupide, mais au contraire, si à un moment tu te poses la question et vous tous vous posez la question, c'est sans doute que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'il faut savoir réfléchir à où on en est dans son apprentissage. Moi, je le fais pour mon apprentissage. Je vous invite à le faire pour tous vos apprentissages. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que même si on suit un cours ou un cursus, on est toujours un peu autonome, autodidacte dans son apprentissage, au moins un minimum, et il faut savoir si on est sur la bonne voie. Donc c'est très important de se poser la question. Ensuite, concernant les exemples que tu fournis, c'est-à-dire comprendre les médias, les automatismes, une sorte de familiarité, oui, c'est tout cela réuni, en effet. Et ça, on le sent. Il est difficile de le quantifier de manière mathématique, parce que c'est là aussi, j'en parle un peu plus tôt, de ressenti personnel de ce qu'on arrive à faire ou pas. Mais à partir du moment où vous allez progresser dans une langue et faire des activités chaque jour, et à un moment vous allez vous rendre compte, je comprends plus de choses qu'il y a un mois, je parlais de familiarité avec le vocabulaire vous semble plus naturel, il est plus facile à retenir, ce sont des signes que vous êtes en effet sur la bonne voie, parce que la langue devient plus familière. Et aussi,
Il y a des façons de mesurer, qui sont plus, on va dire, plus solides. La meilleure, ça reste quand même l'échelle du CECR que vous connaissez, A1, A2, etc. Et je l'aime beaucoup parce qu'on peut mesurer déjà par auto-évaluation, pas besoin de passer par un prof, un examen ou autre. Et ensuite, ça va être sur des compétences très concrètes, c'est-à-dire arriver à résumer un texte ou arriver à demander son chemin plutôt que est-ce que le passé simple ou le passé composé va être maîtrisé. Donc, prendre la grille du CCR, voir où vous en êtes par rapport à ces compétences, si vous les avez ou pas. Et à partir de là, on peut mesurer où on en est. Et si, par rapport à vos compétences, vous êtes plus avancé qu'il y a 1 mois ou 3 mois, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc, il est très important de toujours se demander si on est sur la bonne voie, mais de ne pas non plus être obsédé par ça. Parce qu'on peut être vite obsédé par l'espèce de micro-gestion qui consiste à se demander si on est meilleur que la semaine dernière. C'est faisable à un niveau débutant parce que forcément, vous avez encore tout à apprendre et les bases à apprendre. Mais il y a des moments, ça va être généralement les plateaux du type plateau intermédiaire, où on va avancer beaucoup plus lentement parce qu'on a besoin de faire un saut assez important, un saut quantitatif en vocabulaire, qualitatif dans l'expression, la compréhension. Et parfois, on peut avoir l'impression de ne pas avoir beaucoup progressé, mais il faut se laisser un peu de temps et voir si au bout d'un moment, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on a progressé ou pas, parce qu'on peut être très bien bloqué. Mais il faut aussi savoir dans ces moments-là, même si on a l'impression de ne pas progresser, se faire confiance parce qu'on peut être en train de progresser, mais sauf qu'on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite et on n'est pas toujours, on peut l'être dans certains cas, mais pas toujours le mieux placé pour savoir où on en est. Donc à la fois le ressenti, à la fois l'échelle du CCR, éventuellement si on se fait suivre par un professeur, on peut lui demander où on en est. Mais globalement, à partir du moment où on est beaucoup sur une langue, beaucoup d'immersion, pas mal de pratique, on finit par se rendre compte à un moment qu'on comprend mieux les choses, qu'on cherche moins ces mots, qu'on demande moins de répéter, qu'on arrive à faire des phrases plus longues, qu'on a moins de regards interloqués de l'interlocuteur qui se demande ce qu'on veut dire, etc. Donc il faut savoir observer ce genre de petits détails pour savoir si on progresse bien. Ensuite, une question d'Audrey, comment pratiquer l'écrit? Par exemple, si on a envie d'écrire dans la langue, mais on ne sait pas si c'est correct, est-ce une bonne idée de vérifier avec un traducteur web type Reverso? Alors, il y a 2 choses. Comment pratiquer l'écrit? L'écrit, c'est assez complexe parce que ça implique de se faire corriger dans l'absolu. Parce que si vous produisez une langue qui est fausse, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous allez vous créer un dialecte à vous qui peut très bien marcher pour vous, mais pas pour les autres. C'est pour ça que l'écrit, ça reste une compétence relativement avancée et peut être intéressant à ce moment de consulter un professeur, donc d'investir un peu d'argent éventuellement. Ou alors de faire ça en tandem avec un locuteur natif qui est très motivé, parce que ça demande du temps quand même de corriger des textes, même petits, ça demande de la motivation. Plutôt par exemple un ami locuteur natif qui apprend le français, on se fait des échanges de bons procédés, on a le même niveau de motivation, le même niveau d'exigence par rapport à nos langues, ça peut marcher. Après, on peut très bien, avec un tuteur, juste lui demander toi, je te paye, mais ça va être plutôt pour relire mes textes, faire des commentaires, me dire si c'est bon ou pas, et ainsi de suite. C'est pour ça que l'écrit, de ce point de vue, est un peu ingrat, mais on peut beaucoup progresser en se faisant corriger nos fautes, et en se faisant proposer de meilleures tournures, plus idiomatiques, pour s'exprimer dans une langue. Ensuite, est-ce que des sites comme Reverso sont bien? Évidemment, j'en parlais plus tôt. C'est là qu'on va trouver les formules plutôt que traduire dans sa tête ou faire traduire par une machine. On va tomber sur des formules directement employées par des locuteurs natifs, donc qui auront des chances d'être idiomatiques et donc d'être adaptées à la situation dans laquelle vous voulez vous exprimer. Sinon, il y a des sites comme High Native, enfin site et appli, où on peut demander par exemple si c'est juste une phrase, si elle est correcte ou s'il y a une meilleure manière de dire. Ce ne sera pas sur un texte en entier, mais pour une petite phrase, ça peut dépanner. Ensuite, une question de Nadine. Bonjour, réflexion intéressante. J'ai une question, j'apprends l'arabe littéraire, et pour pouvoir parler avec ma belle famille, j'ai décidé d'apprendre l'arabe tunisien. Comment faire pour continuer à apprendre l'arabe littéraire tout en apprenant l'arabe tunisien? J'ai peur de tout mélanger. Alors, je pense qu'un jour, si je trouve une personne qui est compétente là-dessus, j'en connais, mais qui a envie de faire des vidéos, je pense que je ferai un contenu sur la problématique de l'arabe, qui consiste en fait à apprendre l'arabe littéraire standard, qui est compris et plus ou moins parlé par tout le monde dans le monde arabe, ce qui fait que c'est un standard qui est commode à apprendre.
En revanche, les gens, de manière générale, dans la vie de tous les jours, ne parlent pas cet arabe standard et vont parler un dialecte. Tunisien, égyptien, libanais, etc. Ce qui fait que quand on a une certaine exigence par rapport à l'arabe, moi j'ai pas appris cette langue, mais en tout cas je l'ai vu auprès de personnes qui l'ont apprise, il va falloir avoir un double apprentissage. D'un côté l'arabe standard, pour avoir ce standard de compréhension, ce standard qui permet d'être compris et de tout comprendre dans le monde arabe, mais il y a aussi le besoin d'aller chercher au moins un dialecte par rapport à ses préférences, si on est plutôt attiré par l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, etc., les Émirats arabes unis, enfin voilà, trouver un dialecte pour pouvoir parler avec les gens parce que c'est la langue qu'ils vont parler dans la vie de tous les jours. Cependant, généralement dans les dialectes, il y a moins de ressources, après ça dépend des dialectes, il y a des dialectes avec plus ou moins de ressources, et il peut être un peu plus dur de l'apprendre de manière scolaire parce que c'est un peu plus en arabe entre guillemets de la rue. Alors, ce que j'ai pu voir chez les gens qui ont appris l'arabe à mon niveau, c'est de considérer qu'à partir d'un certain moment, quand on a les bases en arabe standard, il faut passer une sorte de double apprentissage, comme si on apprenait deux langues. L'arabe standard d'un côté, le dialecte de l'autre. Bon, vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ce que j'ai constaté chez les gens qui apprennent l'arabe. Et là, oui, il y a peut-être risque de mélanger, mais comme pour toute langue proche, par exemple si on apprend, je sais pas, l'italien et l'espagnol, ne pas hésiter à essayer de contraster dans la journée, faire ça à des moments différents, faire ça éventuellement, je sais pas, prendre des supports différents, voir des méthodes différentes, et ne pas hésiter à relever justement les fautes quand on confond entre deux langues. Et pour terminer, je rappelle quand même qu'il vaut mieux parfois confondre deux langues et parfois mettre un mot d'une mauvaise langue dans une autre langue plutôt que de ne pas parler ces langues. Enfin, moi je connais des gens qui ont pu parler des langues de même famille et me dire « Ah non, attends, ça c'est un mot de telle autre langue, c'est pas si grave. » Au bout du compte, il vaut mieux parler ces deux langues plutôt qu'aucune des deux. Donc oui, il y a un moment où il faudra faire ce double apprentissage, c'est-à-dire, dans ton cas, arabe littéraire d'un côté et arabe tunisien de l'autre, et après ne pas forcément avoir peur de mélanger, mais quand même essayer de contraster dans la journée ces apprentissages. Ensuite, une question de Haroun. J'aimerais savoir ce qu'on peut faire avec un niveau B1. J'ai envie de dire pas mal de choses. Je reprends l'échelle du CECR. D'après cette échelle, on est dans le début d'autonomie, se débrouiller, exprimer son opinion. Et ce qu'on voit, je vous laisse vous référer à l'échelle pour les précisions sur les 5 compétences du CECR. Mais globalement, au niveau B1, on peut commencer à avoir une certaine autonomie, une certaine aisance. On peut commencer à parler un peu de tout, comprendre un peu tout, à condition, en production, d'avoir un locuteur qui soit relativement sympathique, parce qu'on ne va pas forcément s'exprimer de manière très nuancée, très complexe. Et en réception, c'est-à-dire l'écoute, c'est la lecture, avoir des choses qui sont quand même très standards, pas dans des dialectes, pas trop d'argot, une grammaire pas trop archaïque, bref, quelque chose d'assez simple, d'assez standard, et on va pouvoir commencer à comprendre. Donc avec un niveau B1, honnêtement, dans le pays, si on y va pour le tourisme, on peut vraiment commencer à s'éclater. Même pour les ressources authentiques, on peut commencer à se faire plaisir, donc avec un niveau B1, on commence à attaquer les choses assez sérieuses. Alors, la dernière question nous a été posée par Yuki. Comment trouver la motivation d'apprendre une langue quand celle-ci nous a été imposée? Je dois reprendre mon bac et il faut faire l'anglais LV1. Le problème, c'est que l'anglais ne m'attire en rien, voire même me dégoûte. Sauf que pour le travail et les études, il le faut. Après, j'aime les langues, japonais depuis 15 ans, chinois depuis 2 ans, famille de mon conjoint, et petit défi sur le coréen. Est-ce qu'il y aurait des conseils pour moi? Là, c'est un sujet qui est très intéressant, parce que dans mon approche, je m'adresse avant tout à des gens qui sont apprenants autodidactes et qui ont envie de le faire. C'est pour ça personnellement que j'ai jamais été attiré par la formation professionnelle pour intervenir auprès de gens qui ont envie de faire tout sauf d'être là dans cette salle à apprendre telle langue. Donc je m'adresse plutôt à des gens qui ont envie d'apprendre une langue. Donc c'est plus simple de leur dire qu'il faut une raison valable, qu'il faut vraiment une envie pour le faire. Cependant, je considère qu'il est tout à fait possible d'apprendre une langue même si on n'a pas vraiment envie de l'apprendre au début. Ce que j'invite à faire, c'est de réfléchir à la langue et de ne pas voir seulement le côté obligation. Je sais, il y a l'obligation, il y a la contrainte, ça ne donne pas envie, on est fait comme ça, on a un esprit de contradiction, on a envie de dire « cette langue m'est imposée, j'ai pas envie de l'apprendre, c'est nul, j'en veux pas ». Cependant, concernant l'anglais par exemple, malgré ce qu'on peut penser de la culture des pays anglophones de manière générale, je pense qu'on peut assez facilement trouver des choses qui nous intéressent
dans ces pays. Essayer de creuser, de se dire, allez, je laisse de côté l'obligation, je laisse de côté cette contrainte qui me déplaît, je vais essayer de faire preuve de bonne volonté, d'essayer de trouver quelque chose qui m'intéresse dans cette culture. L'autre aspect, ça va être aussi de rencontrer des gens, en l'occurrence rencontrer les anglophones, parce que je pars du principe, de manière humaniste, peut-être un peu naïve, que quel que soit le pays, quelle que soit la langue des locuteurs, on trouve toujours des gens qui vont être intéressants, toujours des gens avec qui on a envie de discuter, toujours des gens dont on a envie de découvrir la culture, même sur des cultures qu'a priori pour lesquelles on avait peu d'intérêt. Donc je conseille vraiment de prendre du recul, de se demander est-ce qu'il n'y aura pas un truc au moins, une accroche, quelque chose qui va permettre de faire la bascule dans la culture anglophone en l'occurrence, mais ça peut être n'importe quelle langue que vous apprenez par obligation, par contrainte professionnelle, et ne pas juste rester dans une optique de ça fait bien sur le CV, c'est une ligne en plus sur le CV, c'est important sur le marché du travail, parce que oui, ça peut être le cas, ça va vous permettre de gagner plus de pépettes, c'est toujours très bien, mais je trouve que pour vraiment faire l'effort d'apprendre une langue, surtout si on en a besoin à un niveau professionnel, c'est-à-dire plus qu'à un petit niveau de touriste, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver une raison, plusieurs raisons, se redemander pourquoi on le fait régulièrement. Et à la fin, je pense qu'on peut arriver à se trouver de bonnes raisons d'apprendre une langue étrangère. Voilà, j'en ai terminé avec vos questions. Je vous remercie de me les avoir posées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo sur un autre sujet. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez le petit bouton en bas, vous pouvez mettre la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site Le Monde des Langues pour recevoir la newsletter et aussi une mini-formation sur l'apprentissage du vocabulaire qui va vous servir quelle que soit votre langue cible. Et nous, on se dit à très bientôt. Salut!